Bonjour, nouveau numéro de Ça vaut le coup sur Boursorama, l'émission qui donne du sens à votre épargne, à votre argent. Aujourd'hui, votre invité, c'est Jacques Pombreau, le directeur général pour la France de Bureau Veritas. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Alors, Bureau Veritas est là, omniprésent dans nos vies, sans qu'on le voie, sans qu'on le sache. Nos smartphones ont subi a priori une batterie de test et ça s'est passé chez vous, tout comme des vêtements qu'on porte ou du saumon qu'on mange. Quel type de test? Et c'est vrai, vous êtes partout, omniprésent sans qu'on vous voit. Bureau Veritas, c'est une grande entreprise française cotée à Paris d'ailleurs, avec 78 000 salariés dans 140 pays et qui est en fait un acteur essentiel de la confiance. Nous sommes une tierce partie de confiance et on exerce 3 métiers. Les essais en laboratoire, que vous mentionnez pour les téléphones par exemple. Les Quel type inspections. de batterie de test pour des téléphones? Les émissions, par exemple. Vous savez que tout produit qui est importé en Europe, aux États-Unis, subit des tests parce qu'il y a des normes à respecter. Donc nos laboratoires s'assurent que les produits soient conformes. Les jouets que vous achetez, l'alimentation. Ensuite, les inspections. Et ensuite, les certifications, qui sont un troisième métier important dans la création de la confiance. Voilà. Donc si on aime le bio, si on aime le saumon, si on aime le café, là encore une fois, ce sont des aliments qui ont de fortes chances d'avoir été certifiés, vérifiés, checkés, testés par Bureau Veritas. Absolument. 30% des produits bio que vous trouvez dans votre assiette en France sont inspectés par nos équipes dans les exploitations agricoles pour s'assurer que le cahier des charges bio est bien respecté. Dans quasiment tous les secteurs de l'économie, vous intervenez? Si c'est plus rapide, peut-être qu'on parle des secteurs où vous n'êtes pas présent. En fait, nous sommes partout. C'est pour ça que c'est un acteur essentiel de la confiance. Notre métier, en fait, c'est d'assurer la santé, la sécurité, la protection des consommateurs, des employés des entreprises et de créer cette confiance entre les parties prenantes, gouvernement, consommateurs, entreprises elles-mêmes. Mais j'imagine que vous ne certifiez pas 100% de ce que vous testez. Qu'est-ce qui se passe si le résultat, si le test n'est pas concluant, n'est pas au rendez-vous? Parce que ça doit arriver quand même souvent. Absolument, nous suivons des cahiers des charges et des batteries de tests très concrètes et quand un produit ou un bâtiment ou un objet n'est pas conforme, il ne reçoit pas sa certification ou il ne passe pas l'inspection de façon satisfaisante. Ouais, parce que c'est le client qui vous paye et qui a un refus, il doit mal le prendre, j'imagine, non? Ou il y a vraiment un échange collaboratif Écoutez, ça fait 200 ans que nous faisons ce métier et la valeur que nous apportons, elle est prouvée pour créer cette confiance. Il faut savoir que nous opérons sous 3500 accréditations. Ça veut dire que pour chacun de nos métiers, soit un gouvernement, soit un service d'État, soit un groupement privé définit la façon de travailler et surtout nous inspecte de façon permanente. Pour nous, la rigueur, l'éthique font partie de nos absolus. La question, indirectement, implicitement, c'est pour mesurer le taux de refus. J'ai vu qu'il y avait 4 millions de certificats par an, mais sur combien de tests, sur combien de vérifications? Encore une fois, quel est le taux de refus, j'ai envie de dire, pour pouvoir mesurer, j'ai envie de dire, qu'on n'obtient pas trop facilement ces autorisations, enfin ces certifications. Alors, c'est pas du tout facile d'obtenir une certification. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est pas l'école des fans, quoi. Absolument pas. C'est un système vertueux puisque les normes à respecter sont en constante évolution dans différents domaines. Prenez par exemple le domaine du bio ou le domaine énergétique. Il y a des normes que l'on inspecte qui sont clairement définies. Normes édictées par le législateur. Voilà, dans beaucoup de cas, c'est édité par le législateur, les normes bâtimentaires. En ce moment, en pleine transition énergétique, les bâtiments se verdissent. On a des attentes en termes de produits recyclables, d'économie durable. Donc les normes évoluent elles aussi. Si bien que nous inspectons de façon différente nos clients en fonction de ces normes. Mais je reviens sur le taux de refus, ça m'intéresse. On a ce chiffre-là, savoir On n'a pas ce chiffre puisqu'il varie évidemment énormément d'un pays à l'autre, d'un métier à l'autre, imaginez bien. Donc, et puis un refus n'est pas définitif. Après, j'imagine qu'il y a des allers-retours, il y a un processus itératif, et puis au final, une amélioration de. C'est toute la vertu, c'est pour ça que nous sommes essentiels pour créer la confiance. C'est que dans un processus de production, en fin de chaîne, quand vous savez que vous serez audité et vous devez être certifié, vous travaillez, tous les acteurs travaillent pour s'améliorer et afin d'obtenir la certification. Pourquoi je parle de tout ça, Jacques Pombreau? C'est parce que la plupart des marques, maintenant des grandes marques, s'engagent de plus en plus pour avoir un meilleur comportement, être plus propre, plus green, plus éthique, avoir un impact positif sur la planète, sur les gens. Et en même temps, on se dit que ce n'est pas une entreprise de s'auto-déclarer comme ça, comme étant durable et responsable. Et c'est là où vous intervenez. Absolument. Nous sommes extrêmement sollicités. Vous êtes une arme anti-greenwashing ou pas? Absolument. Depuis ces dernières années, on voit dans chacune de nos conversations avec nos clients les thématiques ESG qui émergent et l'importance du tiers parti de confiance que nous sommes.
sommes. Alors on parle du greenwashing, mais il faut surtout souligner le positif, c'est-à-dire beaucoup d'entreprises qui font des efforts sincères et réels dans leur processus de production. Souvent, il y a des paroles et les actes ne suivent pas, c'est ce que certains reprochent. Vous êtes là, vous êtes justement ce tiers de confiance qui permet d'aligner les paroles et les actes des marques. Voilà, notre but, c'est d'aider les marques à faire reconnaître leur succès, leur progrès en termes d'ESG et protéger leur marque. Je vous donne un exemple. On a lancé en partenariat avec le ministère de la Mer et la Fondation de la Mer il y a 15 jours un label qui s'appelle Ocean Approved et qui a pour but d'aider les entreprises, maritimes ou pas, à faire reconnaître leurs efforts pour la préservation des océans. C'est une excellente démarche pour ces entreprises qui doivent gérer un écosystème complexe et grâce à nous, on arrive à mettre un label en disant oui, cette entreprise est éco-responsable vis-à-vis des océans. Mais sur quels critères? Comment est-ce qu'on mesure ça? Alors là, on parle d'un écosystème très complexe. Vous imaginez les océans, les rivières, les nappes phréatiques. Donc avec des scientifiques et la Fondation de la Mer et le ministère, on a établi une liste d'une quarantaine de critères. Exemple? Eh bien, les intrants que vous utilisez dans votre processus de production, vos rejets, etc. Il y a bien sûr des critères de gouvernance, sensibilisation des équipes à l'environnement. Bref, une quarantaine de critères qui, à la fin, permettent aux entreprises de savoir sur quel levier appuyer pour aider à la préservation des océans et être reconnus. Bon, donc Bureau Veritas, expertise indépendante anti-greenwashing. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que vous faites aussi chez vos efforts, chez BV, comme on dit, en matière d'environnement, de social, de gouvernance. Vous êtes meilleur sur quoi? Sur le E, sur le S, sur le G? On peut pas être meilleur sur les trois, non? C'est une bonne question. Vous savez, quand on est dans l'équipe dirigeante d'une entreprise de 78 000 personnes, on se rend compte qu'on ne peut pas privilégier un sujet plutôt qu'un autre. Il faut avoir une approche d'ensemble. Donc pour nous, ces thématiques pour lesquelles on souhaite être exemplaires, finalement, sont articulées autour de 3 leviers. Un meilleur environnement de travail, une action forte pour préserver l'environnement et des bonnes pratiques rigoureuses de gestion des affaires. Et je vous coupe, pardon, mais c'est hyper conceptuel. On est d'accord, personne ne peut être contre ça, c'est conceptuel et vous avez raison, et moi je signe tout de suite. Mais concrètement, comment est-ce qu'on fait pour le mesurer? Il y a des indicateurs sur lesquels vous vous engagez, avec des clauses de revoyure, tous les 2 ans, 3 ans, je dis n'importe quoi. Alors, nous avons un plan ESG à horizon 2025 qui sera annoncé plus tard cette année. Mais pour vous donner des exemples concrets, nous avons récemment, il y a quelques mois, renouvelé notre crédit syndiqué avec des indicateurs ESG concrets. Il y en a 3. Le premier, c'est une baisse de l'accidentologie, puisque la sécurité de nos salariés est un absolu, de 30% d'ici à 2025. Le deuxième, c'est une baisse de nos émissions de CO2 par personne de 30% à 2025. Et le troisième, c'est une représentation des femmes qui doit augmenter de 80% dans les équipes de direction. Donc il n'y a pas assez de femmes alors chez Bureau Veritas, il faut les augmenter de 80%. Alors on a bien sûr, en fonction des métiers, en fonction des géographies, des proportions différentes, mais je peux vous donner un exemple concret. La France, dans son équipe de direction, donc on parle d'une centaine de directeurs, a fait l'exercice pour s'assurer que chacun des postes de direction a au moins une femme comme successeur potentiel. Sur ce crédit syndiqué, si donc ces indicateurs ne sont pas respectés à horizon 2025, il se passe quoi? Ça augmente le coût de financement du crédit, qui est à hauteur de combien? De plusieurs centaines de millions d'euros 600 millions d'euros, ce qui prouve que nous joignons le geste à la parole. Pour être exemplaire et pour dire qu'on veut aider nos clients dans leur propre démarche ESG, il faut soi-même joindre le geste à la parole. Donc en effet, c'est pour ça que nos ambitions ESG sont pour nous sérieuses, réelles, et chacun des membres du comité exécutif les prend très au sérieux dans ses actions. Dernière question, Jacques Pombreau, la part des rémunérations des dirigeants ou du top management qui ne sont pas liées à des objectifs financiers chez Bureau Veritas? Alors elle est significative. Parce que j'avais eu cet échange avec le patron de Saint-Gobain qui était là à votre place il y a quelques mois et qui me disait que je crois de mémoire c'était 17% de sa rémunération qui était incentivée, qui était sur des objectifs non financiers. Il me disait mais c'est l'un des plus élevés du CAC 40. Alors sans commenter sur le chiffre, ce que je peux vous dire c'est que la rémunération des dirigeants du groupe a en effet des objectifs ESG et en conséquence elle est bien sûr cascadée aux équipes. Donc tout directeur... Mais il n'y a pas un chiffre à sortir en disant chez nous, chez BV, c'est 15%, 10%. Sachant que je crois que sur le CAC 40, la moyenne, c'est 5 ou 7%. Pas de chiffre à communiquer, mais significatif, je peux vous le dire. Bon, vous reviendrez une prochaine fois pour nous donner ce chiffre. Merci d'avoir été avec nous. Jacques Pombreau, donc, directeur général pour la France de Bureau Veritas. Merci. Merci, bonne journée. Allez, à présent, l'œil du gérant, faut-il avoir du BV en portefeuille? On parle avec vous, Béryl Bouvier-Dinota. Bonjour. Bonjour.
Alors, vous êtes convaincu ou pas par le discours du directeur général de Bureau Veritas? Est-ce que vous en avez en portefeuille? Oui, on en a en portefeuille. Depuis quand? Depuis un certain temps. Ouais. Et qu'est-ce Voilà. qui vous convainc dans cette stratégie ESG? Qu'est-ce qui vous convainc? C'est le business model? C'est ce côté tiers de confiance? Arme anti-greenwashing? C'est quoi? Il y a plusieurs choses. En fait, le modèle économique est intéressant. D'abord parce que Bureau Veritas est sorti quand même de la crise de façon assez positive, avec une croissance effectivement qui a ralenti. On a vu au premier trimestre déjà un redémarrage de l'activité, et puis qui est non seulement soutenu par un redressement de certaines divisions qui sont cycliques, mais aussi, on l'a vu, des tendances structurelles, justement, de certification, d'inspection, et qui résultent aussi de l'ambition des entreprises de formaliser une RSE et de pouvoir la crédibiliser, justement, avec des certifications. Donc ça, c'est vraiment les deux volets. Au-delà de ça, Bureau Veritas a une politique de RSE qui est probante, avec une intégration des critères ESG qui est importante. Et puis aussi cette volonté de transformer le business model sur des axes de croissance avec sa fameuse ligne verte. Aujourd'hui, on a vu au premier trimestre, c'est 40% du chiffre d'affaires. Les commandes, c'est 50% du chiffre d'affaires. Et la ligne verte, c'est des services et de solutions, je dirais, impliqués dans le développement durable. Donc ça, véritablement, c'est ce qu'on aime. Et le deuxième point qui est quand même très important chez Bureau Veritas, c'est que c'est un métier d'homme. Jacques l'a dit, 78 000 personnes. Donc il faut aussi que Bureau Veritas soit irréprochable dans justement la gestion du capital humain. Et c'est le cas. Même si tout est perfectible, on est très satisfait justement de l'impact positif de Bureau Veritas à considérer justement la valeur humaine. Donc ça vaut le coup d'en avoir en portefeuille. Quand oui, on a à court terme, volonté d'avoir une épargne durable, d'avoir des entreprises qui respectent ces critères ESG, même si je n'ai pas réussi à avoir mon chiffre sur la rémunération des dirigeants non axés, enfin non oui, mais je pense liés que aux performances financières. Le plan stratégique 2025 là, qui va sortir, je pense qu'on va avoir beaucoup d'informations à ce niveau-là qui seront plus claires. Merci Beryl. De rien. Et ça vaut le coup, on revient bien sûr sur Boursorama dès la semaine prochaine.